Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est Oumé Ndountoum, le secrétaire exécutif du réseau des aires protégées d'Afrique centrale. Dans cet entretien, il fait le bilan de la participation de son organisation à la conférence de Paris sur le climat, la COP21. Le réseau des aires protégées d'Afrique centrale a 15 ans d'existence. Quel bilan peut-on faire de ce chemin parcouru? Le RAPAC a mené beaucoup d'activités dans les aires protégées, a même impulsé la création de nouvelles aires protégées en Afrique centrale, mais que la personnalité même du RAPAC comme entité devait elle aussi évoluer. Dans la sous-région, beaucoup d'organisations traitant des questions environnementales sont nées entre-temps. Il y a des organisations très étatiques comme la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. Il y a des organisations associatives très vieilles internationales comme l'UICN, le WWF qui se sont progressivement impulsées. Il y a donc un espace de coopération à l'environnement qui naît automatiquement. Et le RAPAC, en tant que première plateforme d'Afrique centrale pour la coopération sur les aires protégées, devait donc évoluer vers une meilleure emprise de ces acteurs. Vous savez que nous avons des acteurs à plusieurs échelles dans les aires protégées. On part de l'éco-garde, on passe au conservateur, on passe au directeur d'aires protégées, mais autour des aires protégées, on a des associations villageoises, on a le secteur privé qui investit, on a donc une multitude d'acteurs qui font que le RAPAC aujourd'hui veut se positionner comme l'interlocuteur privilégié de tous ces acteurs autour de la problématique commune qui est d'une part, comment on fait ensemble pour conserver le bassin du Congo comme réservoir de biodiversité, mais aussi comment on s'adresse à la communauté internationale pour dire que nous partageons un patrimoine commun. Il est intéressant qu'on participe en commun à sa protection. Pourquoi est-il important de protéger la biodiversité en Afrique centrale? Les aires protégées sont encore le meilleur moyen que l'homme a trouvé de préserver la nature dans son état naturel. L'homme dit que cet espace territorial a une beauté visuelle, a une beauté en termes de faune, a une beauté en termes de flore, a une beauté en termes d'œuvres naturelles, je veux dire. Et donc nous allons faire en sorte qu'il y ait le moins de pression possible et nous allons transférer cette dynamique naturelle-là de génération en génération. Et c'est le meilleur statut de protection qu'on ait encore trouvé à ce jour pour protéger des espèces qui sont en voie de disparition, pour protéger des essences forestières qui sont endémiques ou uniques, mais surtout pour protéger la nature telle que nous l'avons trouvée et telle que nous voulons aussi la laisser. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de ces aires protégées? Jusqu'à présent, le bassin du Congo reste le deuxième poumon vert, comme on dit souvent, après l'Amazonie, n'est-ce pas? Le poumon vert après l'Amazonie, le deuxième massif forestier au monde. Les aires protégées d'Afrique centrale, effectivement, subissent beaucoup de pression parce qu'au-delà des aires protégées, il y a des communautés, il y a de la pauvreté, il y a des États qui essayent avec peine parfois de se développer. Il y a donc des problématiques diverses qui font que la conservation n'est pas souvent au cœur des problématiques de développement parce que les gouvernements et les États ont d'autres préoccupations. Mais on a quand même l'avantage d'avoir en Afrique centrale des pays qui tiennent à conserver leur identité naturelle, je peux dire. Et donc, on peut considérer, on le voit d'ailleurs, que la plupart des aires protégées d'Afrique centrale sont dans un état, j'ai envie de dire, moyennement intact. Les dernières aires protégées qui ont été créées dans les pays le sont suffisamment loin des populations, ou alors le sont quand une espèce, dans une zone très attaquée par les populations, est en danger. D'accord? Il y a effectivement, vous le releviez tout à l'heure, des phénomènes qui sont mondiaux. Le braconnage de l'éléphant est devenu une plaie à l'échelle de la planète parce que le braconnage de l'éléphant, ce n'est plus un braconnage que l'on fait, ce n'est pas un braconnage qu'on fait pour la pauvreté, pour l'alimentation de proximité. C'est le braconnage de l'ivoire qui est un braconnage international maintenant et qui déstabilise complètement les populations naturelles d'éléphants, mais aussi la dynamique forestière. Parce que, comme vous le savez, c'est quand même l'éléphant qui plante une partie des forêts que l'on a dans nos pays. Et donc, protéger l'éléphant, c'est aussi protéger
les habitudes des villageois qui consomment les produits de ces forêts-là. Et donc le braconnage auquel nous nous attaquons, ce n'est pas le braconnage du petit villageois, même s'il faut aussi faire attention à celui-là, dans le cadre du conflit homme-éléphant, mais c'est le braconnage à l'échelle industrielle, qui profite des guerres qui sont souvent menées ici et là dans certains pays, de la pauvreté dans d'autres pays, pour s'infiltrer et venir décimer nos populations. Les États prennent, je crois, la mesure de ce désastre. Pour une fois, les pays riches et pauvres se sont entendus sur un accord à la COP21. Quel rôle peut jouer le réseau dans cet objectif de réduction des gaz à effet de serre? Le RAPAC est un formidable outil, n'est-ce pas, de négociation pour des questions comme celle de la biodiversité, celle du climat ou celle de la désertification, de l'avancée de la désertification, n'est-ce pas. La conférence de Paris a sorti un accord contraignant pour toutes les parties. La question qui nous intéressait était celle, bien sûr, du financement d'un accord aussi ambitieux. Hein. Vous savez, c'est très bien de prendre des résolutions, mais quand on n'a pas les moyens de les appliquer, on se retrouve à la COP suivante pour venir dire que oui, on a pris de bonnes résolutions, mais personne n'a eu suffisamment d'intelligence pour dégager les moyens pour appliquer cet accord. Cet accord est contraignant pour toutes les parties. Il nous contraint, nous, pays par pays et de façon sous-régionale, à nous soucier de nos émissions de gaz à effet de serre, mais de façon beaucoup plus large et beaucoup plus philosophique, à nous soucier de la qualité de notre environnement d'abord. Nous réglons les questions de gestion transfrontalière, de circulation des personnes, donc des biens aussi. Nous réglons les questions d'affectation des terres, parce que les aires protégées, ce sont des territoires quand même, qui sont logés dans d'autres territoires. D'accord? Donc nous réglons toutes ces questions-là qui sont des questions de développement, des questions de conservation certes, mais des questions de développement également. Et les populations nous regardent en nous disant que, mais écoutez, si ces aires protégées ne participent pas au développement de façon dynamique, en apportant un plus, eh bien, vous allez créer des îlots de prospérité qui seront entourés par des océans de misère. Et vous n'empêcherez jamais un pauvre de rentrer dans un parc national s'il estime que le seul moyen qu'il a de manger, c'est là-bas. Vous voyez, nous devons donc nous soucier de ce qui se passe à l'extérieur de nos aires protégées et c'est ce que nous faisons dans de telles organisations.